Une nouvelle semaine qui démarre en votre compagnie. C'est un pur bonheur de vous retrouver. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans La Parenthèse. On le sait tous et cela transparaît généralement, bien souvent, dans les discours des uns et des autres. Les langues nationales sont importantes pour le développement. Mais alors, où en sommes-nous dans leur implication dans les curricula de formation? Au-delà, bien sûr, de la théorie, que faisons-nous substantiellement? Eh bien, aujourd'hui, on fait le débat. Santé s'intéresse aux salmonelloses ou tout simplement la fièvre typhoïde avec Mylène et son invité. On en parlera tout à l'heure. Avec Bruno dans Lexi-Sport, on parle du Money Time. C'est un menu bien achalandé. Madame, monsieur, la parenthèse est ouverte et c'est parti pour 90 minutes. Rassurez-vous, il n'y aura pas de temps additionnel. Alors aujourd'hui, c'est la minute de l'humoriste qui nous aide à démarrer cette émission et on part directement dans le zoo pour retrouver un groupe, un duo. Il s'agit de Dayato et Akpakon qui nous propose ceci. Regardez. Et c'est à Arista, à nous le pouvoir. C'est à cause de toi, je suis pressé. Toi là, tu étais où? Je suis à l'église. Église. Oui. Église. Oui. Depuis là. Non, c'est la messe. Non mais tu m'as laissé ici depuis plus de 2 heures de temps que Non, j'attends. excuse-moi, Jésus a dit Didier. Je suis à l'église. Eh oh mais, d'ailleurs ton colono de Dieu comme ni la no nous quand au ma yi pe ma son physique quand Eh oh, je te jure, je suis à l'église. Vas-y, date de Banoué, tu es ma cœur, c'est à cause de toi. Pardon, faut pas me flatter. Non, c'est à cause de toi, je respire. Nous quand on tient Toujours belle, mignonne, éclatante, Eh significative. Eh pardon, je te Quand tu es bien enfant, bon, tu viens d'arriver, il faut bien. Non, 2 heures je viens d'arriver. Non, c'est une seule importance. Il faut laisser affaire de colère là. Hein? Marco va dire, c'est ça l'importance. On va à la maison directement. Non? Pour profiter beaucoup de l'échauffement sans lui dire. Ma cœur, c'est que mon yo. C'est que tu déchires mon poumon comme ça. Tu es trop belle. Oui. Pasal mais dia gosin chambre tout à l'heure. Chambre. Ni on comportement tout à l'heure. Condom donc. Comment? Je ne le connais pas. Hein. Et ça me que Aizem mes ambos et pour oui. Et quand on a collé au hôtel donc venir. Hôtel. Auberge de venir. De venir on a collé à tam donc betan ouais. Auberge. De l'eau venir ni ouais accueillir mi do venir. Hey. Hey. Tu me vois les problèmes de la vie. Hey! Je ne le connais pas. Hey! Ouais, on a pas tué. Hey! Ma chérie, mon cœur, mon chocolaté. Faire au point d'un boulot, bêtise, à casser, faire. Tu en as bon temps pour petit pour là. C'est toi. Koi! Na ho, bon. Faire au point, moi, na boué. Na dogon, tu es Faut asowa ende me asowa ende be faut. Awante. Et malai. La malai. Malai. Non non nya. Mais Tu vas faire par où? Comme donc. Masiago Madi. Adakali hoto kasi dodo adakali ajanu to me gbede no fit. bonsoir. Ça va? Très joli. Moi c'est Dayato, c'est ça. Et à quoi le doigt? Ok, moi c'est quelqu'un plus pour vous. Tu es très jolie. Côté pamplemousse. Citronné. À Gankaïs. Ouais, c'est ça. Et on peut prendre ton numéro? Mon numéro? Numéro bah quoi. Pourquoi? Papa, il est ici, mais elle est ici. Non, on s'en fout de Non, lui. mais ton papa, Papa. C'est ton papa qui va faire ça. On va te l'emploi. Mais il me autant quoi faire mais ni à mon photo côté yo. Lui il est qui? Il est talent, il est qui? Mais je il y a même famille, ni ma mon pour ça. Il est pas rentré. Chez moi. Oui, On ne fait pas chez moi. Pourquoi? Toi, tu es qui? On ne rentre pas chez moi, on ne vient pas chez moi. Pourquoi? En tout cas, vous allez dire, on ne vient pas chez moi. On dit On quoi? va. Ne venez pas. Tu es qui? Tu es qui? Président. Bonsoir. Ça. Nous sommes les évangélistes quoi. C'est comment? Ah, il ne comprend pas français. Ça tombe bien. Ça tombe bien. On a appris quoi? Oui. On a appris Toi, tu ne peux pas nous dire que ton papa c'est un bandit? Faut lui dire ça. Tu vois ça?
Bon, donc, moi, carré. Ma, Dis-lui ça, dis-lui ça. Non, et non, j'ai les maus dans les miens, nous midi. C'est ça, papa. Moi, je n'ai jamais vu un gars comme ça au Bénin. Toi, tu viens d'où? Moi, je ne l'aime pas du tout, hein. Faut lui dire ça. C'est la fille qui nous a conduits comme ça, hein. Et là, j'ai les maus dans les mille comme toi, pour mon repos, après toi, comme toi. Mais on s'en remet d'abord, mon dos, mais on a. C'est ça. Mais maintenant, on doit pas dire. Oui. Merci, papa. Merci. Non, laisse. Merci, papa. Nous, on va partir. Et là, les petits bonbons, les couverts, on m'a dit, les micros, on m'a dit, non, mais conflit, pas de votre jam, on m'a dit. Non, on va partir. On va partir. Foula, vous me prenez pour un con. Mais c'est passé que là-bas. T'as alors, mais quand on va me mettre. Oui, mais parlez, non, mon robot. Eh, non, vite, mais c'est toi. C'est toi. Papa, mais toi, tu as pas bon pain, tu as Aïe. Il y a mon quartier, on est. dans le change d'affaires, non? Français que tu es d'ailleurs. Et ouais, son modèle est Bon, les milliards, les petits milliards, Allez, voilà, c'était Da Akpakun et donc son colistier Da Yato, pardon, et Akpakun, donc dans ces petites vidéos drôles que nous venons de suivre. Et ils sont déjà avec moi en plateau. On démarre comme sur des chapeaux de roue. Mylène Fanon, bonjour et bienvenue dans la parenthèse. Bonjour Raymond, bonjour aux téléspectateurs. Alors, et le week-end? Ça a été. Ça a été. Oui. Ah, rien qu'à en juger. Par le sourire, on se Et rend des... reposant surtout. Reposant, n'est-ce pas? Pour reprendre des forces. Oui. J'espère que tu en as suffisamment. Parce que la semaine, elle sera longue. On N'est-ce s'est pas? préparé. On s'est préparé. Allez, on t'installe tout de suite. Et maintenant? Et Santé s'intéresse aujourd'hui À la fièvre typhoïde. Oh. C'est plus simple C'est plus pour simple. moi. N'est-ce pas? Le spécialiste, il est là, il va nous sortir les gros L'expression mots, scientifique. l'expression scientifique. On parle de la fièvre typhoïde, une maladie qui sévit toujours sous nos cieux, un motif fréquent de consultation. Bonjour docteur. Bonjour Mylène, bonjour Raymond. Bonjour à Dr Amos Bokodaro. Oui, Vous allez bien? ça va et vous? Je vais très bien. Ok. Alors déjà, quel est le thème scientifique de la fièvre typhoïde? Bonjour amis téléspectateurs, on parlera de salmonellose. D'accord. Et c'est un mot féminin. Ok. Comme plusieurs maladies d'ailleurs. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? La fièvre typhoïde ou salmonellose est une infection bactérienne, une maladie infectieuse bactérienne qui est due à un germe qu'on appelle Salmonella typhi ou Salmonella paratyphi A, B et C. D'autres diront que la Salmonella typhi est responsable de la fièvre typhoïde et que les paratyphi sont responsables des fièvres paratyphoïdes A, B et C. De toutes les façons, que la fièvre soit typhoïde ou paratyphoïde, les manifestations sont les mêmes, les modes de contamination sont les mêmes, les mesures de prévention sont les mêmes et la thérapeutique est la même. Donc, pour résumer, maladie infectieuse bactérienne due à un germe appelé Salmonella typhi ou paratyphi A, B et C. Et ça se manifeste comment? Avant de parler des manifestations, on doit parler de mode de contamination. Comment attrape-t-on cette maladie pour dire vulgairement la chose? Il faut d'abord rappeler que les salmonelloses font partie du grand groupe des maladies du péril hydrofécal, mais des maladies à transmission orofécale. Et ces maladies ont en commun qu'elles surviennent dans des régions à hygiène précaire. Et quelles sont-elles ces régions? C'est une partie de l'Asie, l'Afrique au sud du Sahara et l'Amérique latine. Il y a deux grandes voies de contamination. Il y a la voie directe, la transmission directe, interhumaine directe, qui est une transmission manuportée, c'est-à-dire les mains souillées par des déjections ou des excrétas qu'on ne lave pas et qu'on envoie à la bouche peuvent être un moyen de transmission de la bactérie. Et autre chose, lorsqu'on serre la main à quelqu'un, en ayant ses mains souillées, on peut lui transmettre le germe. Ça, c'est la première voie de transmission qui est la transmission directe. Il y a la transmission indirecte qui est la plus répandue,
Et ça se fait par l'intermédiaire de l'eau ou des aliments souillés par la bactérie dont nous parlons. Voilà. Maintenant, c'est ça le mode de transmission. Parlons à présent des manifestations cliniques. Les manifestations cliniques de la fièvre typhoïde évoluent suivant plusieurs étapes, donc en plusieurs phases. Il y a d'abord une première phase qui est dite phase d'incubation. C'est quoi l'incubation? C'est le temps qui sépare l'introduction du germe dans l'organisme de l'apparition des premiers symptômes. Il s'agit là d'une période silencieuse où l'infection évolue à bas bruit. Elle va de 7 à 15 jours dans le cas de la fièvre typhoïde. Ensuite, nous avons la phase dite d'invasion qui correspond au premier septenaire de la maladie où nous avons pêle-mêle les signes ci-après, insomnie, fatigue, épistasie, c'est-à-dire on saigne par les narines, on fait une température dont les chiffres vont de façon croissante. La phase élevée, hein? La phase invasive, c'est-à-dire les premiers 7 jours de la maladie, le premier septenaire de la maladie, vertige, insomnie, épistasis, c'est-à-dire le sang sort par les narines, on est fatigué et puis parfois on peut avoir aussi certains malaises, la fatigue, la prostration, etc. C'est ça qui correspond à la phase, au premier septenaire de la maladie. Ensuite, on a le deuxième septenaire qui est la phase d'état. Et ça, il y a des signes cardinaux qui sont une fièvre en plateau, 39-40 degrés, c'est-à-dire la fièvre est en plateau, et est dissociée du pouls. Généralement, lorsque la fièvre est là, le pouls aussi est accéléré. Dans notre cas, ici, la fièvre est certes élevée, mais le pouls est normal. Ensuite, on a ce qu'on appelle typhos en langage médical, qui correspond à un état de prostraction, un état de léthargie, d'indifférence vis-à-vis de l'entourage, un état d'insomnie et parfois de délire. Le troisième signe, c'est une diarrhée faite de sels liquidiennes, fétides, c'est-à-dire les sels sentent mauvais, couleur ocre ou jus de melon. Et jus de melon, hein? Si, c'est la couleur des sels avec une non-association à des douleurs abdominales, c'est-à-dire ces sels ne s'accompagnent pas de coliques. Voilà. Ensuite, on a la troisième et la dernière phase qui est la phase des complications qui correspond au troisième septenaire. Comprenez que la maladie évolue en 7 jours. Les scientifiques ont réparti les manifestations en 7 jours. Premier septenaire, deuxième septenaire, troisième septenaire. Le troisième septenaire, c'est la phase déjà des complications. Les complications de la fièvre typhoïde. Et c'est cela qui fait d'ailleurs toute la gravité de cette pathologie, qui n'est pas du tout anodine, parce que tous les organes sont touchés. Le cerveau peut être touché avec une encéphalite. On peut faire aussi une méningite purulente, ça c'est une complication de la fièvre typhoïde. Les intestins sont touchés, on peut faire une hémorragie digestive, c'est-à-dire on rejette du sang lors des défécations. C'est une complication de la fièvre typhoïde. On peut aussi avoir une perforation de l'intestin, avec comme conséquence une péritonite qui est une urgence vitale chirurgicale. C'est-à-dire quoi? Lorsque cette complication est là et que les chirurgiens ne courent pas pour amener l'intéressé au bloc opératoire et aller l'opérer, son pronostic vital est mis sérieusement en danger. Ensuite, on peut avoir le cœur qui est touché avec une myocardite, c'est-à-dire le muscle du cœur est infecté et les vaisseaux sanguins sont touchés et les vaisseaux se collabent. Collapsus cardiovasculaire. Les articulations peuvent être touchées, entraînant une arthrite. L'os peut être touché, entraînant une ostéite. Donc, c'est toutes ces complications qui font la gravité et la hantise de cette maladie. On associe la plupart du temps la fièvre typhoïde au cauchemar. Paraît-il que la phase avancée, quand vous êtes à la phase avancée, vous faites beaucoup de cauchemars. Non, des cauchemars. Oui, elle n'a pas tort, vous n'avez pas tort non plus, parce que le choléra aussi fait partie des maladies du péril hydrofécal, des maladies liées aux conditions d'hygiène précaires. C'est ça. Mais cauchemar, parce que nous avons parlé de délit. Lorsque le malade est à la phase d'état et on assiste à un typhos, j'ai décrit les signes du typhos. Léthargie, prostration, indifférence vis-à-vis de l'entourage et parfois délit. C'est peut-être ce délit-là, quand il survient, là, on va dire qu'il est en train de faire un cauchemar, c'est pourquoi il raconte du n'importe quoi. Donc on n'avait pas tort en le disant. Et quelles sont les frontières entre la fièvre typhoïde et le choléra? Le mode de contamination est le même, mais les manifestations cliniques ne sont pas forcément les mêmes. Le choléra, c'est fait
à un certain moment de diarrhée et eau de riz. Et c'est des diarrhées continues. La personne vomit et va à la selle. Et les diarrhées, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, ça a une couleur eau de riz. Mais alors, on est dans un environnement où, quand on ressent le moins de malaise, généralement, on commence à penser au paludisme. Très bien. On se dit, c'est le palu. Merci beaucoup. Une question très, très importante que vous avez soulignée là, parce que j'allais dire en conclusion, dans quelques instants, que lorsque vous traitez le palu, lorsque vous sentez les signes du palu, parce que le paludisme aussi peut donner la fièvre, ça peut donner un état de léthargie, de prostration. Lorsque vous traitez correctement le palu et que les symptômes continuent, attention, il faut aller consulter votre médecin pour qu'il fasse les bilans adéquats pour confirmer s'il s'agit ou pas d'une fièvre typhoïde. Parce que dans notre contexte, un palu bien traité et dont les symptômes continuent, il faut penser à la fièvre typhoïde. On a souvent tendance à prendre des antibiotiques quand la fièvre continue après qu'on ait fini de traiter le palu. Parce qu'on se dit que la fièvre typhoïde est égale aux antibiotiques. C'est aussi là un danger, un grand danger qui nous guette et qui crée de multiples résistances. Au début, avec la simple ciprofloxacine, on a de très bons résultats parce qu'il faut des antibiotiques pour traiter les maladies infectieuses. La fièvre typhoïde en est une. Donc, c'est différentes classes d'antibiotiques. Aujourd'hui, pour la plupart du temps, il y a une résistance à la ciprofloxacine parce que les gens en ont tellement besoin, en ont tellement pris, on en prend pendant 2 ou 3 jours, on arrête, alors que le traitement, c'est au moins 7 à 10 jours, vous comprenez? Et lorsqu'on veut tuer le microbe et qu'on n'arrive pas à le tuer, comprenez qu'il aura le temps de se réarmer contre ce médicament pour ne pas que ce médicament soit efficace contre lui. Il faut aussi que je dise un mot sur les moyens de prévention, parce que c'est surtout ça. Le meilleur traitement de toute maladie, c'est la prévention, surtout les maladies infectieuses. Et quelles sont-elles ces mesures de prévention? Le corona nous amène déjà à nous laver les mains et à ne plus nous serrer les mains. Oui. C'est déjà appris des gestes basiques d'hygiène, des gestes élémentaires d'hygiène. C'est les mesures d'hygiène, vous l'avez dit. C'est ensuite la vaccination. Les mesures d'hygiène, c'est l'hygiène des mains, se laver les mains avant de manger, se laver les mains après les selles. C'est l'hygiène des aliments. Ne pas manger des crudités. Ne pas manger des crudités ou bien nettoyer les crudités. Qu'on s'entende sur la notion de crudité. Oui. Qu'est-ce qu'on met dans crudité? C'est ne pas prendre des choses qu'on ne met pas au feu. Éviter au maximum. Ou bien carottes, les laver. Si on peut les prendre, mais on les lave correctement. Correctement, de façon intensive pour être sûr d'avoir éliminé toutes les bactéries qui sont autour. Il faut aussi, c'est aussi l'hygiène de l'eau. Et ça interpelle nos autorités qui, c'est vrai, font un gros effort, mais qui doivent continuer pour rendre l'eau potable disponible à toute la population. Et au cas où l'eau ne serait pas potable, la population doit appliquer les mesures qu'il faut pour rendre cette eau potable avant de la consommer, avant de la boire. Ensuite, il y a l'hygiène des aliments, l'hygiène des mains et l'hygiène de l'eau. Et la vaccination, bien sûr, qui est conseillée aux agents de santé, aux personnes qui vont voyager dans des zones où la maladie sévit. Et cette vaccination, on peut déjà la faire à partir de 2 ans de vie. Elle se renouvelle tous les 3 ans et protège dans 60 à 70% des cas. 60 à 70%. 60 à ça ne protège pas à 100%. Le vaccin ne vous protège pas à 100%. Le Tifim vie, parce que c'est son nom, ne protège pas à 100% contre la fièvre typhoïde. En clair, le vaccin n'est pas efficace. Parce qu'on nous a appris que le vaccin est préventif. Prévient, oui. Si ça prévient, si vous êtes dans les 60 à 70, ça vous protège. C'est comme on le dit chez nous. C'est comme on le dit chez nous. Je vais le dire en fond et peut-être expliquer après. Il pleut, quelqu'un s'est couvert de filets. Tijao me dit de boutillon et non djendeji. Merci. Les traitements, il en existe. Vous avez parlé c'est des antibiotiques. Il y en existe de plusieurs classes. Oui. Les quinolones, les fluoroquinolones, les phénicolés, ça c'est des grandes familles d'antibiotiques. Il y a les céphalosporines de 3e génération qui est ce qui marche le plus maintenant, la ceftriaxone. Et puis c'est démontré récemment que l'azithromycine aussi peut donner de très bons résultats lorsqu'on le met en traitement en 5 à 7 jours.
Est-ce que ça se traite à vie? On a la fièvre typhoïde aujourd'hui, des mois après, ça revient. Mais ça, c'est aussi une erreur parce que quelle est l'analyse que les gens font souvent pour savoir qu'ils ont la fièvre typhoïde? C'est le sérodiagnostic de Vidal, qui est en fait un dosage d'anticorps qui est très peu spécifique et très peu sensible. Pour vraiment savoir que quelqu'un est infecté à cette maladie, il faut déjà au premier septénaire faire ce qu'on appelle l'hémoculture. On prend un peu de son sang, qu'on met en milieu de culture pour voir si on va identifier le germe dont on a parlé, le Salmonella typhi ou Bacille des bêtes. Lorsqu'on l'identifie dans le sang, on peut affirmer que la personne fait la maladie. Mais lorsque le germe n'est pas là, ça veut dire que la personne est guérie. Donc quelqu'un qui est traité pour une fièvre typhoïde, la chose que la personne doit faire pour confirmer sa guérison ou pas, ce n'est pas le sérodiagnostic de Vidal qui court la rue, mais c'est l'hémoculture. Et souvent, l'hémoculture, quand c'est fait, c'est négatif et la personne est guérie. Les gens disent qu'on la traite toute la vie, qu'on n'en guérit jamais. Ça, c'est des informations qui ne sont pas totalement, qui ne sont pas du tout avérées, parce qu'on guérit de la fièvre typhoïde lorsqu'elle est correctement traitée. Et c'est cela. Et le traitement peut prendre combien de temps? Non, le traitement antibiotique, généralement, c'est 7 à 10 jours. 7 à 10 jours. Et il ne sert à rien de commencer sans finir. Si vous commencez, ayez la patience. Certes, c'est compliqué de prendre les médicaments, mais ayez la patience de les prendre jusqu'au bout. C'est très important. C'est un message pour ceux qui vraiment ne finissent jamais les traitements, qui n'y arrivent souvent pas. On arrête, c'est ça le piège. Parce que je dis ceci, si quelqu'un veut vous agresser, et échoue, vous irez vous armer. C'est la même chose pour les microbes, parce qu'ils font aussi partie de notre écosystème et ils luttent aussi pour leur survie. Lorsque vous mettez quelque chose pour les tuer, que vous échouez, comprenez que quand vous reviendrez avec la même arme, ils vont se réarmer pour ne pas que cette arme ait raison d'eux. C'est ça un peu. Ils sont déjà habitués. Merci, docteur. L'autre chose qu'on peut aussi faire comme analyse pour confirmer, c'est la coproculture. Donc on fait l'analyse soit dans le sang, soit dans les excréta. Herman? Oui, Amos, merci. C'est moi. Merci d'être passé dans la parenthèse. Et votre parenthèse à vous, elle se referme. On vous souhaite une très bonne journée de lundi et surtout bien de choses à vos patients. On leur souhaite du courage. Allez, cette émission va se poursuivre. On va recevoir sur ce plateau la dame qui porte plusieurs casquettes. Leçon d'ici par moment, fierté de 129 par endroit et aussi mode quelquefois. Allez, c'est Rebecca Kendiamoudi. Le jingle qui porte déjà son prénom, le son d'ici, c'est Rebecca qui nous en parle. Et ce matin, elle est avec un habitué déjà de la parenthèse. On peut l'appeler, Mylène, désormais un parenthésiste. Oui. C'est un parenthésiste, mais il reste les rituels à faire. On va vous citer les ingrédients à acheter. C'est que ce ne soit pas un bizutage. Ah oui, ce sera le bizutage. Mais pourquoi pas, il nous donne des idées. Rebecca, bonjour et bienvenue dans la parenthèse. Bonjour Raymond Amégan, bonjour Mylène Fanou, bonjour aux téléspectateurs. Tout le plaisir est pour nous de t'avoir sur ce plateau. C'est vrai? Oui, ça fait plaisir. Rebecca qui a fait, j'ai pas envie de dire cure de jouvence parce qu'elle est toute jeune déjà, donc qui s'est fait toute belle pour le lundi. Qu'est-ce que tu veux? Comme pour dire que le lundi démarre bien. Ouais. Oh, c'est pour elle avant tout. Hein. C'est pour ton propre plaisir. C'est pour d'avoir son propre plaisir. Donc, le pendentif qui, on va dire quoi, assorti au rouge à lèvres, c'est aussi pour son propre plaisir. Couleur rose. Couleur rose. Ah, vous l'avez aussi remarqué comme moi. Donc, important. C'est pour son propre plaisir, avant d'être pour le plaisir des téléspectateurs. N'est-ce pas? Allez, Rebecca, avec vous aujourd'hui, on parle de la famille Boussou. Oui, mais avant, on va accueillir notre nouveau parenthésiste. On va l'introniser officiellement comme un parenthésiste et il veut un bizutage. Il va nous faire quoi? Il va nous chanter. Il va nous chanter quoi? Non. Il va nous chanter quoi? Pas ça, surtout pas ça. Non. On ne veut pas mettre les oreilles à l'épreuve. Pourquoi pas? Et je suis juste à côté en plus. Il va nous chanter quelque chose un morceau de Djougou. Pourquoi pas? En plus, il n'y a pas le là, il n'y a pas le diapason ici pour avoir... C'est pas grave. On va y aller en acapella. Acapella, on va y aller acapella. Acapella. Vous savez, la dernière fois, on avait fait une chanson et je vous ai dit le contexte dans lequel cette chanson est arrivée. Je crois que je vais faire un remake. Non. Mais tu es d'accord? Dans ma playlist, pour le moment, il y a que ça parce que je suis pris au dépourvu. Bon, d'ici la fin de la rubrique, on vous permet... On va vous permettre de réfléchir et de nous trouver le morceau de votre bizutage parce que vous êtes désormais un parenthésiste confirmé. Mais j'aurais pu quand même peut-être te surprendre en te disant
Au fond, il y a Ah, on fait un ouais, ça. ouais. À Khoumetole. Au fond, il y J'ai marqué un point. Alors, il parle aussi Milan, hein, donc c'est ça. Parce que je l'ai surpris un jour en conversation avec Serge. Il lui a balancé une question pour un champion. Milan. Oui, Wow. il lui a dit. J'ai oublié le proverbe. Rappelez-moi le proverbe qui concerne la dame qui a porté une très belle tenue. On lui demande. Et moi, votre dagbe. Voilà. Tu peux continuer? Voilà, et moi, voilà, Gbelo, yon Geno, ou bien un truc comme ça. Nekado. Nekado. C'était en fond, il le disait ou Oui, bien mais, en la, mais Milan? la réplique est en Milan. Mais tu nous donnes la réplique. Et mon. À Vodagbe. Et moi, à votre dagbe. Le Genou, Nekado a dit. Ben, je ne sais pas. Milan? En plus, elle est Kenyan. Rien du tout. Ah. Et c'est ça, c'est Milan, non? Enfin, c'est juste la réplique qui est en Milan. La réplique, Eh, c'est. mais pourquoi la répliquer en Milan ou pas parce en que fond? moi, Vodagbe. Peut-être que si c'était en fond, ça me dirait quelque chose. Rappelez-vous les wax, les nanabins, on est Ils au viennent ouais. du Togo. D'accord. C'est Donc, pourquoi la réplique. c'est Donc, ça. la réplique est tout simple. Ok. C'est Egabé. Egabé. C'est une question d'argent. Jean, c'est une... Ok. Mais c'est vrai, Ah en ouais, plus, c'est une question d'argent. c'est une belle réplique. Ouais, c'est une question C'est une d'argent. question d'argent. Allez, on installe à présent ta rubrique. On parle donc de la famille Boussou. Dis-nous tout. Tout à fait. Aujourd'hui, on va parler de la famille Boussou parce que on se demande pourquoi Monsieur Djibril Boussou tient si tant au U de son Boussou. Donc aujourd'hui, il va nous dire tout. Oui, on ne le présente plus, tu le disais déjà tout à l'heure. Alors déjà, Monsieur Boussou, bonjour à nouveau. À fond Gandia. Au fond, bien. au Remitolo Dagbe. Vous Ouais. essayez Pas d'idée, ouais. à toutes les langues ce matin, le Minan, J'aime le toutes les fon. langues béninoises. Ah Essayez ouais. le Mori. C'est un vrai... Nakadegbe. Non, déjà, elle ne peut pas savoir. Degbe. Elle ne peut même pas savoir si c'est vrai Non, ou pas. c'est. Elle. Bon, Ouais, c'est pas ça, grave. d'accord. C'est pas grave. Livrez-moi. Non, Ouais, non, ouais, non, ouais. Mylène, tu ne parles de Marie? C'est toi qui te livre, tu te demandes de parler, Marie. Oh, quand même. En tout cas, quand j'irai à Savalo, je vais te livrer grandeur nature. N'est-ce pas? Le Mahi dans sa masterclass. Non, mais après, ça se comprend. Hein, c'est un sociolinguiste, donc Oui, c'est ça, se il a eu le temps de comprend. travailler sur plusieurs. Pas langues, forcément, donc, pas forcément, Evan. Non, pas forcément. C'est juste une question de patience, c'est tout. N'est-ce pas? Alors, Boussou, la famille, c'est de quelle région du Bénin? Alors, la famille Boussou, on la trouve dans un village sur l'axe Djougou en allant à Natitengo. Ce village s'appelle Birni. Birni, c'est vrai qu'il y a quelques Birni un peu au Bénin, mais il y en a aussi un peu au Nigeria. Le terme Birni nous vient des Hausa et le terme Birni signifie muraille. Alors, il se dit, de toute façon, l'origine des Batombo, puisque la famille Boussou est Batonou, l'origine des Batombo au Bénin, on le sait, c'est de Boussa au Nigeria, pour la plupart. Alors, les Boussou, eux, certainement sont venus de cette vague-là et se sont installés, disons, à Bini. Il se dit que ceux qui se sont installés à Bini viennent d'une vague où, vous savez, la grande famille princière Aniki, souvent, quand il y a une famille royale, il y a beaucoup de princes. Parfois, il y a des tiraillements pour ce qui est de la succession. Et souvent, ceux qui ne sont pas contents, eh bien, ils quittent, disons, la zone et ils vont ailleurs s'installer. Alors, disons, l'un des princes, il se dit que l'un des princes a quitté Niki et est parti avec quelques attributs, du roi, notamment la trompette. Vous savez que quand on fait la gani, souvent, l'un des attributs, disons, de la royauté, c'est aussi la trompette. Donc, il est parti avec la trompette, avec quelques éléments royaux et donc, il a fait, disons, une sorte d'égir et s'est retrouvé dans la zone de Birni. Ok. Donc, c'est comme ça que dans la zone, il y avait des autochtones qui étaient des Tossous. Mais les Batombo qui sont venus là, étant donné que c'était des princes tout et tout, vous savez, souvent ce qui caractérise les princes, c'est la conquête. Ils aiment, quand ils sont sur un territoire, disons, ils la conquièrent. Donc, c'est comme ça que les Batombo de Birni se sont installés dans la famille Boussou. C'est la version que j'ai. Bon, pour ceux qui ont une autre version, peut-être pourront dire, mais ils ne vont pas trop s'éloigner de ça. Mais il faut dire aussi qu'il y a deux variantes de Boussou. Il y a une variante, disons, qui est Boussou Gari, un peu composée, Boussou Gari, alors que la nôtre, Boussou, et cette variante-là est Beau. Il y a une autre ethnie dans le nord du Bénin qui est Beau, qui est différente de l'ethnie
batonou. Donc les boussous sont des, on dit un batonou, des bâtons-boue. Donc les boussous sont des bâtons-boue de Birni. D'accord. Voilà ce que je pourrais dire en général. D'accord. Alors les boussous, la principale langue, c'est le dendi? Non, le batonou. Le batonou. Le batonou. D'accord. Le batonou qui est une langue, disons, du nord Bénin que l'on retrouve essentiellement dans le Borgou, dans la Takora, dans la Libori aussi. Donc ils ont quitté le Nigeria, ils se sont installés, disons, dans le nord du Bénin, en général dans ces 3 départements que je viens de citer. Un peu aussi, on les trouve un peu aussi dans la Donga aussi. D'accord. Voilà. Un petit message à l'endroit des populations de là-bas dans la langue batonou. Baton bibé nam baton no mo sa sama na be tobra bem bi Djibril Boussou na mini na be tobra. Qu'est-ce que vous avez dit? Ça, voilà. c'est un flash. Ouais, c'est un message flash. C'est un message flash pour dire je suis votre fils Okay. Djibril Boussou, je vous salue, voilà. D'accord. Essentiellement, c'est ça. Alors, on parle maintenant des totems au sein de la famille Boussou, les totems culturels d'abord. Bon, il n'y en a pas tellement. De toute façon, j'en ai discuté avec certains parents. Il n'y en a pas tellement parce que, étant donné que c'est je veux dire, quand on est émigrant, la plupart du temps, on n'a pas trop de totems. C'est-à-dire, là où vous vous installez, vous vous adaptez au milieu dans lequel vous êtes. Donc, pas trop de totems. Sinon, les totems, est-ce qu'on peut parler de totems en tant que tel? Chez les bâtons-boue en général, il y a 2 choses, je crois que je vous l'ai dit la dernière fois, il y a 2 choses avec lesquelles on ne s'amuse pas avec les bâtons-boue. Un, disons sa femme, on n'y touche pas. Mais ça, 2, c'est un peu partout. Hein. Ouais, c'est un peu partout. Et 2, son cheval. Okay. Ah oui. Parfois même, les femmes jalousent les chevaux parce que parfois, le bâtonneau tient tellement soin de son cheval qu'il en arrive à oublier. La femme peut ne pas avoir mangé, mais le cheval, jamais. Donc, on doit toujours s'arranger, surtout quand un bâtonneau a un cheval, c'est à la fois un élément de prestige, mais c'est aussi un fidèle compagnon dont on s'occupe avec soin. C'est un peu comme un peu son troupeau. Exactement. Voilà, moi, j'ai Donc, jamais rapport... compris réellement pourquoi cet attachement. Est-ce qu'il y a une histoire avec les chevaux? Je n'ai pas fait une recherche là-dessus, mais vous savez, le cheval est un moyen de transport. Et non seulement c'est un moyen de transport, c'est aussi un attribut de la royauté. Okay. Vous savez, quand vous êtes, disons, dans le milieu bâtonneau, on n'imagine pas un milieu bâtonneau, surtout un milieu royal, sans un cheval. Alors, ce cheval-là, et la plupart du temps d'ailleurs, quand le cheval, disons, est souffrant, on le sent. C'est-à-dire, c'est un peu comme, je ne veux pas dire, c'est un peu comme une alliance presque entre le cheval et son propriétaire. Il y a d'autres spécialistes qui pourraient vous en parler. C'est un lien très fort. Un peu comme chez d'autres ethnies, ou bien chez la plupart des gens, un peu comme le chien et son propriétaire. Ce lien-là, il est très fort en milieu bâtonneau chez ceux qui ont, disons, le cheval. Et tout le monde ne monte pas à cheval, hein? Ah non, pas tout le monde. Il faut être initié, il faut être d'une certaine famille. Bon, c'est vrai que ça se démocratise. Hein. Avec le temps, ça se démocratise. Bon, c'est pas les chevaux qu'on voit à la plage où vous non, montez, non, vous pas payez du tout. 200. Pas du tout. On paye 200 et 300. Pas du tout. Pour faire photo. Et parfois j'ai un homme qui m'a raconté que, disons, le cheval, il est si précieux pour son propriétaire que parfois, quand on vous le confie, c'est-à-dire, vous êtes, c'est-à-dire, on vous demande par exemple de quelle distance je vais donner. Par exemple, vous imaginez d'ici Calavi. On vous dit, vous marchez et vous allez avec le cheval. Vous n'avez pas le droit de monter sans qu'on ne vous donne l'autorisation. Ça vous dit à quel point c'est précieux pour son propriétaire. Mais ce lien est très fort en milieu bâtonneau quand même. D'accord. Alors, vous avez dit, il n'y a pas assez de totems côté culturel, côté culture. Mais dites-nous, est-ce qu'il y a des totems alimentaires? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne deviez pas consommer, par exemple? Bon, pour ce qui est de la famille Boussou, il n'y en a pas tellement non plus. Mais le seul dont j'ai entendu parler, c'est, disons, un totem en ce qui concerne une forme d'igname. C'est-à-dire, l'igname, vous savez, on fait ça sous forme de butte, mais il y a disons, certains tubercules qui sont... vous connaissez le chien-dent, c'est une variété de... Voilà, disons, l'igname qui est entouré de chien-dent, tel comme l'a expliqué, on m'a dit que ça ne doit pas être mangé.
Pourquoi je n'ai pas cherché à savoir? Tout simplement. Donc la variété d'igname entourée de chindan ne se mange pas. En tout cas, il va falloir chercher à savoir. Mais personnellement, il faut chercher à savoir. Quand on laboure bien son champ, il n'y a pas de chindan. Ça dépend, vous avez fait du chant? Ça, c'est une belle question. Vous avez fait? C'est pas le jardinage. J'essaie de jardinage. Attention, le chant. On te connaît ici. Tu vas attraper la roue. Je sais tenir une roue. Ah bon? Comment tenir une roue? Explique-moi. Je sais le faire, moi. Mais essaie vraiment Béka, on va faire un petit exercice. Parce que généralement, On va faire un petit exercice. Quand on regarde la mer, non, j'ai des mains douces. Ça, c'est pas les mains de laboureur. Bon, peut-être que tu as entendu le laboureur et ses enfants aussi. Peut-être que tu fais partie des enfants du laboureur. Moi, c'est pas gentil. Peut-être qu'elle fait partie des enfants du laboureur. Bon, nous avons labouré par exemple. Ah bon? Je me suis essayée parce que j'allais à des camps de vacances. Donc, vous savez qu'un camp, c'est on se partage les tâches. On s'essaie principalement à tout. Oui, s'essayer, c'est aussi bien. Et c'est surtout au collège. Moi, j'ai labouré parce que dans l'établissement, il y avait vraiment des mauvaises herbes. Et pour vous punir, le surveillant prend une pierre, il lance, c'est là où la pierre s'arrête. C'est-à-dire, vous prenez... Et vous en avez parfois même pour toute une journée. Ah oui. C'est selon l'humeur. Selon, je sais pas, la clémence du surveillant ou selon son humeur aussi. Mais si vous avez un professeur sportif ou un basketteur, alors là, ou celui qui fait dans du lancer de poids, vous savez qu'au moins sur toute l'année, vous aurez à labourer. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont souvent cléments. La plupart du temps, vous n'avez pas fait toute la corvée. Et j'avoue, quand vous avez compris la leçon, c'est fini. J'avoue, c'est plus punitif que le bâton. Ça, c'est vrai. Punitif que le bâton. Alors, on parle maintenant des fiançailles au sein de la famille Boussou. Comment ça se passe? Les fiançailles, comme dans la plupart des régions du Nord, c'est pas du tout compliqué. Les fiançailles et le mariage, c'est juste en deux phases. Dans une première phase, c'est la connaissance des parents. Et généralement, le futur mari et la future épouse ne sont pas concernés par cette démarche. C'est souvent les oncles et les tantes qui font une délégation, vont demander la main de la fiancée. Et après, on fait le mariage. Et le jour du mariage, il y a la kola qui joue un rôle très important dans la célébration du mariage. Vous savez que la kola, c'est symbole de fécondité, symbole de richesse, voilà, tout ça. Donc, la plupart du temps, quand il y a un mariage, il y a circulation des noix de kola. Les deux variétés, couleur jaune et couleur rouge, voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des mariages mixtes au sein de la famille Boussou? Ah, il y en a beaucoup. Dans ma famille, on en a pris presque dans tous les départements. Hein. Ce qui caractérise la famille Boussou, c'est surtout l'ouverture. On se marie avec, en tout cas, la plupart des ethnies du Bénin, celles qui sont dans notre environnement. Moi, par exemple, dans ma famille, il y en a qui ont épousé des gens du Monokoufou, comme on est allé prendre chez Amégan, chez Eman. Est-ce qu'on n'en a pas pris un peu chez vous aussi? Voilà, dans le zoo. Comme ça. Chez Mylène, je ne sais pas encore. Je vais voir, je ne sais pas. Je vais peut-être aussi dans le zoo. Bon, si vous n'avez pas pu prendre, on va vous donner. Donc, en fait, on est des prédateurs, quoi. De ce point de vue, prédateurs, chasseurs, voilà. Vous êtes polygame? Dans la famille Boussou, la plupart du temps, oui. Wow, c'est aussi génétique. Hein. Ah bon? Non, pas forcément. C'est génétique, je suis pas la polygamie? Non, je suis pas d'accord que ce soit génétique, mais c'est beaucoup plus culturel. C'est beaucoup plus culturel. Vous voulez qu'on se l'explique comment? On veut une réponse, forcément. Vous savez, si vous entrez dans ce domaine-là, parfois vous allez le planter. Mais ce que je peux expliquer, la plupart du temps, parfois il y a des mariages polygames ou polygamiques qui sont des mariages thérapeutiques. Oui, thérapeutique. Par exemple, quand vous prenez une épouse qui n'a pas pu avoir d'enfant, d'accord, tellement vous l'aimez, même si les autres disent il faut vous en séparer, vous dites non, vous ne vous séparez pas, et ensemble vous vous entendez, vous prenez une seconde épouse, c'est arrivé. Et dans beaucoup de familles, moi je connais des familles dans lesquelles ce genre de mariage est arrivé. Ça, par exemple, c'est un mariage que j'appelle mariage thérapeutique. C'est juste pour sauver, disons, une situation parce qu'on veut avoir une progéniture. Mais il y a d'autres formes de mariage polygamique où c'est des alliances parce que vous savez, quand vous épousez quelqu'un, vous épousez sa famille. Parfois, on le fait
parce qu'on veut qu'il y ait la paix entre telle et telle ethnie. Parfois même, vous voyez, c'est des gens d'une certaine famille qui viennent vous proposer leur fille en mariage parce qu'on veut que dans le village, qu'il y ait une certaine stabilité. Est-ce que ce n'est pas révolu, ça? C'est vous qui dites. C'est pour quand on dire reste à non, Cotonou qu'on dit Qui qui suis-je pour refuser. Si on vient voir, mais quand on vous dit, bon, écoutez, pour un Bénin pacifique, mais on vient vous propose. Vous n'allez pas refuser quand même. Je profite pour passer mon coucou, j'en veux. D'accord. Alors pour finir, si Voilà. vous deviez définir la famille Boussou en 3 mots, vous diriez quoi? La famille, c'est compliqué, hein, 3 mots. Porter sur vous la responsabilité. Oui, parce que vous avez donné j'imagine les qu'après 3 l'émission, mots, les parents vont vous appeler pour dire, mais nous, me on a tirer 3 les mots. jambes. Alors, Derrière donc, du village, ils vont dire, on nous, on a 10 mots. Alors, je vais dire, sans être exhaustif, hein, amour, fraternité, je veux dire dignité. Et pour moi, le dernier, la dignité, c'est très important. Et cela caractérise non seulement la famille Boussou, mais quand je dis dignité, là, c'est synonyme de honneur. Ça caractérise tous les Batombou. Un Batonou, pardon, pour une question d'honneur, est capable d'aller se suicider. Oui, c'est-à-dire, vous touchez à son honneur, vous touchez à sa dignité dans le sens où, parce que c'est des gens qui sont fiers, rien que parce qu'il n'a pas pu se défendre pour montrer que vraiment, par exemple, c'est une accusation ou quelque chose comme ça, il est capable d'aller se suicider rien que pour prouver son honneur. C'est très important. Les questions d'honneur, nous, on nous a éduqués, l'honneur, la fierté, c'est très important. C'est pourquoi on ne traîne pas le nom de la famille dans la boue. C'est important. C'est-à-dire, vous êtes ostracisé, oui, vous devenez, on vous marginalise. Voilà, persona non grata, parce que le nom de la famille, on ne traîne pas ça dans la boue. Et on vous retire votre lettre de créance. Vous n'êtes plus ambassadeur de la famille. Exactement. Oui. Merci, à juger. Djibril Boussou. Merci pour toute cette précision sur la famille Boussou. Je vous en prie. Allez, merci beaucoup. Eh bien, on va continuer dans la même veine pour installer Para de grand-mère. Para de grand-mère, c'est tout de suite et maintenant. Alors, Mylène, le représentant de grand-mère est actuellement... Il est allé à la source, on peut à la faire source. le dire comme Il est ça. allé à la source pour prendre des nouvelles de grand-mère et surtout pour se ressourcer. Mais avant de partir, il a confié les tâches à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Exactement. À Claude Tingbe Azalou, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, ça va très bien. Bonjour aux chers téléspectateurs également. Alors, vous êtes socio-anthropologue, aussi chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Oui. Vous êtes aussi agronome et biotechnologiste. Effectivement. Merci d'être des nôtres. C'est un plaisir. Bon. Alors, on nous dit qu'on ne doit pas balayer la nuit. Oui, on ne doit pas balayer la nuit. C'est un interdit. Et tous les interdits sont des représentations sociales. Et une représentation sociale, ce sont des pensées, des dits des anciens, ceux qui construisent pour pouvoir protéger leurs citoyens. D'accord? Et on ne balaie pas la nuit pour plusieurs raisons. Sociologiquement et en général, le balai est un instrument qu'on utilise pour pouvoir enlever les déchets. Ça fait un. Et dans l'anthropologie béninoise, les morts, c'est-à-dire nos ancêtres, ne sont pas allés loin, en réalité. On a souvent l'habitude de dire, en sociologie, les morts sont dans la pièce d'à côté. D'accord? Et maintenant, les ancêtres qui sont dans la pièce d'à côté, qui sont dans l'au-delà, intercèdent pour nous, nous envoient des vibrations positives. Et donc, les nuits sont réservées, ou sinon les nuits sont des moments favorables à la sortie de tout ce qui est esprit, tout ce qui est entité. Et donc, lors des nuits, les ancêtres viennent visiter en fait leurs enfants pour les protéger, pour leur donner d'autres vibrations positives. Et donc, quand on balaie la nuit, c'est une manière de les chasser. Quand ils voient ce mouvement, c'est comme si on est en train de les chasser. Ils se fâchent, et quand les ancêtres se fâchent, ils ne vont plus vous envoyer
des vibrations positives, et puis c'est toute une série de malheurs qui commencent par arriver. Le foyer peut se détruire, le boulot peut se perdre, ou d'autres situations vraiment négatives. Donc, en général, c'est ça. Quelle que soit votre religion, c'est vrai que ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais c'est anthropologique. Ça, c'est général. Oui. Ceux qui sont adeptes de, par exemple, Sapata, du vaudou Sapata, qui est le dieu de la terre et du sol, ce dieu ne supporte pas. Ça fait partie de ces interdits. Ce dieu ne supporte pas quand on balaye la nuit, parce que c'est une manière pour lui de le chasser. Et quand vous êtes adepte, c'est que vous allez à faire des alliances avec lui. Et quand vous le chassez, vous tombez dans les interdits et il chicote sérieusement. D'un point de vue environnemental, balayer la nuit, c'est aussi une manière de déranger les autres. La nuit est faite pour... vous voyez, dans la nuit, on a souvent un certain calme, un silence. Et déjà, le bruit que fait le balai dérange un peu déjà certains. Donc voilà un peu trois raisons. Actuellement, on a plusieurs types de balais. On a même des balais qui ne font pas de bruit. Oui, bien sûr. D'accord, oui. Mais grand-mère n'a pas vécu cette époque. Oui, mais grand-mère n'a pas vécu cette époque. En fait, c'est pour savoir si c'est toujours d'actualité. Voilà. Oui, c'est toujours d'actualité. Parce que quand vous êtes socialisé, c'est parce que beaucoup sont nés aujourd'hui à Cotonou, qu'à Cotonou, ici, on a l'impression que ce n'est plus d'actualité. Quand vous êtes socialisé dans la culture, par exemple, comme le disait le grand frère tout à l'heure, si vous êtes né là, on vous a socialisé, vous n'avez pas le choix en réalité. Vous n'avez pas le choix, vous y croyez. Les représentations sociales sont des croyances en quelque sorte. Vous y croyez, et puis parce que vous y croyez, ça arrive effectivement. Oui. Non, vous pouvez continuer. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi dire, je voudrais juste, dans le prolongement de ce que vous dites, bon, évidemment, je ne sais pas si, disons, toutes ces représentations sont les mêmes sur toute l'étendue du territoire béninois, parce que d'une région... Vous balayez la nuit. Ça peut arriver, mais seulement l'une des raisons que moi je trouve aussi, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que généralement la luminosité chez nous, la lumière, vous savez, du temps de grand-mère, on utilisait des lampes à pétrole, on utilisait, disons, tout ce qu'on utilisait, c'était tout sauf l'électricité de maintenant que l'on utilise. Alors, donc, la nuit, il y a beaucoup plus d'obscurité partout. L'éclairage n'est pas aussi diffusé partout. Et il se pourrait peut-être qu'en balayant, que vous puissiez balayer des choses que vous n'auriez pas dû balayer, par exemple. Je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas une explication possible aussi? Parce que, étant donné que le noir domine, il se pourrait qu'en balayant, vous balayez peut-être quelque chose de précieux. Est-ce que ce n'est pas une éventuelle aussi? Voilà, et peut-être que vous ne voyez pas. C'est peut-être. Est-ce que c'est pas possible? Je dis. Bon, c'est possible. Les explications anthropologiques que j'ai données tout à l'heure sont des explications générales en réalité. Mais dans chaque culture, chaque ethnie peut spécifier selon un peu leur coutume. Mais il y a l'anecdote qui raconte qu'au temps de grand-mère, il n'y avait pas de ciment, il n'y avait pas de terrasse, donc du coup, on dormait à même le sol. Et donc, lorsque tout le monde est fatigué ce soir et que vous vous mettez à balayer, vous soulevez de la poussière, vous dérangez les autres. Et donc, pour pouvoir proscrire cette attitude d'une rare insolence, grand-mère a dit, eh bien, on ne balaye pas la nuit. Et c'est dès cet instant, on l'a adopté comme tel, en tout cas selon ce que... Et de la même manière qu'on ne siffle pas aussi la nuit pour ne pas déranger. Pour ne pas déranger soit le voisin, soit de toute façon dans certaines cultures, je ne sais pas dans la vôtre, en tout cas dans la mienne, on nous a toujours appris tout petit, et c'est interdit de siffler. Et en plus si vous êtes une femme. Voilà, c'est l'aspect que je voulais relever. Pourquoi on dit, ou bien Mylène, tu prévoyais... Non, vas-y, oui, c'était prévu, donc vas-y. On y va, la tranche est toute trouvée, n'est-ce pas? Alors pourquoi on demande aux femmes de ne pas siffler? Aux femmes ou déjà, pourquoi on ne doit pas siffler la nuit? La nuit ou à midi, c'est interdit.
C'est interdit. Ce n'est pas forcément anthropologique, c'est d'abord scientifique. Vous savez, les serpents sifflent. Tout à fait. C'est d'abord la première raison. Et la nuit, vous savez, les serpents sont des animaux à sang-froid. Et donc, la nuit, ce sont des animaux qui aiment se cacher. Ils aiment les cachotteries. Quand il fait obscurité, ils se déplacent assez facilement. C'est un peu comme quand il fait soleil aussi. Comme ce sont des animaux à sang-froid, ils aiment un peu les milieux humides, l'obscurité et autres. Donc, quand il fait chaud, quand il y a le soleil, quand ils sentent une très grande chaleur, ils commencent par circuler à la recherche d'ombre. Alors, pendant ces mouvements, quand quelqu'un siffle, les serpents sont sensibles au son aigu, parce qu'eux-mêmes, ils sifflent. Tout à fait. Et donc, dans ces mouvements, tout de suite, quand ils entendent des sifflements, ils vont directement vers cette direction. Même s'il fait nuit, ils arrivent toujours à suivre parfaitement le son et à venir vous trouver. Alors, puisque c'est scientifique, la femme ayant une voix plus aiguë que celle de l'homme, bien sûr. Exactement. Oui, bien sûr. La femme a une voix plus aiguë que celle de l'homme. On n'a qu'à faire l'exercice. Bon, plus agréable, ça, c'est... Vas-y. Je vais faire quoi? Siffle. Au moins, tu es sûr ici qu'il n'y a pas de serpent. Attends, n'essayons même pas. N'essayons même pas. D'accord, donc, oui. Et les explications anthropologiques? Oui, les explications anthropologiques, il y a certaines ethnies qui, depuis déjà que le christianisme a énoncé que le serpent et la femme avaient discuté dès la création, enfin au début, pour pouvoir piéger Adam. Bien sûr. Il y a certaines ethnies qui déjà déconseillent aux femmes de siffler pour ne pas attirer le serpent à nouveau. Attirer les mauvaises pensées, voilà, dans son foyer. Dans la Bible, elle avait sifflé? Non, elle n'avait pas sifflé, mais elle avait eu un entretien avec le serpent. On ne sait pas si c'est parce qu'elle a sifflé. On ne sait pas si c'est parce qu'elle a sifflé que le serpent est venu. C'est peut-être qu'elle sifflait et sa voix mélodieuse a attiré. Sait-on jamais. Non, en fait, la notion de péché originel dans le Coran, c'est beaucoup plus une culpabilité, disons, de l'homme et de la femme. C'est-à-dire la responsabilité de la faute ne pèse pas sur la femme, mais sur les deux. Okay. C'est-à-dire la nuance, c'est que nulle part il n'est dit que c'est la femme qui a incité l'homme à manger la pomme défendue, mais que c'est les deux qui ont commis la faute et les deux ont été punis. Voilà. Je pense que je vais me convertir. J'adopte cette... Mylène, tu seras la bienvenue. Alors on va l'appeler quoi? Baptisons-la en même temps. Mylène a tout. Mylène a tout. Bon, ça passe. C'est tellement plus facile. J'attends la prochaine fête de Tabaski. Herman, on est pressé par le temps. Oui, très pressé par le temps. On a encore combien? 1 minute 30. Donc, brièvement, vous nous expliquez. Rebecca, tu connais les foyers en argile? Oui. Tu en as utilisé? Non, pas tellement. Non, c'était pas ta période, ta génération. Mais de toute façon, il y en a qui ont modernisé, c'est ça qui a donné un peu d'ensou dans le temps. Oui. Et d'ailleurs, ça permet de conserver beaucoup le charbon. En tout cas, c'est très économique. Oui. Je trouve ça très économique. Alors, et écologique aussi, d'ailleurs. Bien sûr. Le foyer en argile, on ne doit pas s'asseoir là-dessus. Ah bon? Oui, on ne doit pas s'asseoir là-dessus. Ça, j'en apprends des choses. Ah oui. Parce que, le foyer... en argile, d'abord c'est le foyer, je vais appeler ça foyer cuisine, d'accord? C'est assimilable au foyer famille. Absolument. C'est pour ça qu'on a donné le même nom. Le français a donné le même nom. Foyer famille, foyer, d'accord? Quand la femme, de manière anthropologique, quand la femme s'assoit sur le foyer cuisine, c'est comme si elle s'assoit sur son propre foyer. C'est comme si elle s'assoit en réalité, de manière anthropologique, sur les grâces, les nyona, les fenous de sa famille, de son mari, d'elle-même, de ses enfants. Vous voyez? Ça, c'est tous les foyers en général. Maintenant, le foyer en argile. Vous savez que l'argile, c'est un ingrédient qui est utilisé dans beaucoup de médicaments, de rituels. On boit ça. Oui, à titre curatif. On passe ça sur le corps. On fait des assiettes avec, on fait beaucoup de choses avec. Vous voyez? L'argile capte aussi les mauvaises vibrations et permet une certaine régulation. Et donc, l'argile est mythique.
Et quand une femme ou quelqu'un s'assoit Une là-dessus, femme qui est déjà mystère. voilà. Ah ouais, comment? La femme, Comment? la femme en s'asseyant elle-même d'abord sur un foyer, elle bloque les grâces de son propre foyer, famille, d'accord? L'argile, mais en s'asseyant sur l'argile maintenant, hein, elle s'attire d'autres malédictions. Ah oui. Voilà. On pourrait s'essayer à une interprétation linguistique aussi, parce que disons, le foyer, on appelle ça, donc, dans la zone où on parle la langue B, on appelle ça to, c'est ça, non? C'est bien to. Comme par hasard, la même manière qu'on appelle foyer to, c'est aussi le pays. Vous imaginez la femme s'asseoir sur le pays va avancer comment? Jamais. Non, en fait, c'est pas. Vous avez géré Non, ce n'est pas vos capacités à diriger. En fait, ce n'est pas la direction. On ne doute pas de vos capacités intellectuelles. Mais vous allez vous asseoir sur le pays quand même. Vraiment. On préfère que vous dirigez le pays plutôt que de vous asseoir sur le pays. Non, il ne faut pas vous asseoir sur le pays. Alors, Didas a un très bon représentant. Le temps qu'il aille se ressourcer, eh bien, on peut dire que Claude Tingbe Azalou, il s'en sort si bien. Oui, on a reçu toutes les explications. Après, toute façon, Tingbe Azalou, c'est une dernière chose. Qu'on va évoquer. C'est toujours le même Tingbe Azalou, le professeur. On y revient mercredi, promis. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission. On reçoit Bruno Swali dans Lexique Sport. On parle du Money Time. Bruno Swali est déjà avec nous. Bruno Swali qui prend la place de Miss Kenya. Bruno, bonjour. Bonjour Herman, bonjour Mylène, bonjour Monsieur Boussou. Abando. Dont on a pris ça après. Ça, c'est une parenthèse dans la parenthèse. Bonjour Claude. Je salue les téléspectateurs. Alors Herman, vous le dites si bien, aujourd'hui on va parler du Money Time. C'est vrai qu'on n'est pas dans le Money Time de cette émission, bien parce que nous sommes encore à environ plus de 30 minutes quand même de la fin. Ce n'est pas encore le Money Time parce que oui, le Money Time en basket ou au handball, le Money Time bien entendu, est une période, je dirais, assez cruciale, une période importante où tout se joue, une période de tous les dangers, une période où il faut tout bonifier. Alors, c'est la période pendant laquelle la possession de balles devient très importante au basket comme au hand et où les joueurs vedettes sont censés faire des prouesses. C'est un moment où les équipes se reposent très souvent sur leurs vedettes pour pouvoir faire la différence parce que quand vous êtes mené peut-être à 5 points au niveau du basket et que vous avez encore 2, 3 minutes, voire 4, 5 minutes, pourquoi pas, vous avez encore de quoi faire la différence à un moment donné où quand vous faites cette différence, vous êtes sûr de ne plus être rattrapé. On appelle ça le Money Time. Alors, il s'agit généralement, comme je le disais, des dernières minutes de jeu, parfois même du dernier quart-temps où chaque passe réussie, chaque panier peut être décisif pour passer devant l'équipe adverse qui, bien sûr, vous menait au score. Alors, l'expression a été introduite en France par George Eddy. C'était un commentateur sportif franco-américain, bien entendu. Il commentait les matchs à la télévision, les matchs de la NBA, bien entendu. Alors, elle s'est étendue, cette expression, au tennis et au foot également. Au tennis, la concurrence, l'expression concurrence, le 7e jeu, et au football, elle peut s'employer pour le but en or, si vous voulez, comme ça, qui arrête net. Voilà, les prolongations, le but en or qui n'existe plus. Alors, le Money Time devient crucial, bien entendu, parce que pendant cette période, les joueurs vedettes sont censés, bien entendu, tirer leur équipe vers la victoire. Alors, en NBA, beaucoup de joueurs sont capables de marquer parce qu'ils sont de gros tireurs, de très bons shooters, comme on le dit souvent. Et à vrai dire, ce n'est pas une soirée qui passe dans la NBA sans qu'il n'y ait de grands mouvements, de grands gestes et de grands paniers pendant le Money Time. C'est presque impossible de voir un match sans que ça ne chauffe dans le Money Time, à moins que l'écart ne soit vraiment abyssal entre les deux équipes, ce qui est souvent assez rare dans le basket. Alors, par Money Time, bien entendu, les médias... Il y a monnaie. Tout le monde aime monnaie. Tout le monde aime monnaie. Alors, les médias américains entendent par cette expression les 5 dernières minutes du match
un match surtout dans lequel la différence ou l'écart des points est de 5 environ. Alors, on va vous laisser découvrir ce matin, on va vous parler des tueurs, je dirais, à sang-froid. Et ce sont ces gens-là qui attendent le Money Time pour vraiment vous planter, comme on le dit souvent, un couteau dans le dos. Alors, le plus grand nombre de points marqués dans un Money Time ou dans les Money Time depuis l'histoire de depuis que la NBA a commencé, on va prendre surtout à partir des années 96-97, le record est détenu par Kobe Bryant. Voilà, avec 2369 points marqués pendant le Money Time, paix à son âme, juste devant LeBron James, vous vous en doutez certainement, un monstre également du Money Time. Il a totalisé à lui seul 2338 points. Alors, Kobe Bryant et LeBron James, qui d'autre encore? Oui, le King. Et donc, malgré ce qu'on peut dire, ce que peuvent dire les détracteurs, le joueur le plus actif pendant le Money Time. Alors, le meilleur pourcentage, si Kobe Bryant et LeBron James sont restés ceux-là qui ont plus marqué de points, mais il faut dire que le meilleur pourcentage de passes réussies pendant le Money Time, c'est un record qui est détenu par Sean Marion. Alors, maintenant, il faut évidemment parler de Michael Jordan. On ne peut pas parler du Money Time sans évoquer le cas Michael Jordan. Si l'ancien arrière des Bulls n'est pas dans ce classement dont je viens de parler, c'est parce qu'il a débuté sa carrière en 1984, Eman, à une période où, bien entendu, voilà, le Money Time n'était pas véritablement comptabilisé parce que les Money Time ont commencé par être comptabilisés à partir de 96, parlant des statistiques. Donc, voilà, parlant des statistiques que nous avons évoquées. Donc, 12 ans et une dizaine de saisons sont passées à la trappe pour Michael Jordan. Mais si on devrait considérer toute l'histoire, franchement, il serait clairement au-dessus du lot. Alors, si on parle de Money Time, vous avez évoqué la dernière fois le Fergie Time. Le Fergie Time. J'espère que j'ai encore un peu de temps. Oui, vas-y, tu as encore 3 minutes. D'accord, donc je m'emploie. Alors, le Fergie Time, c'est, on va dire, une autre expression qui est utilisée aujourd'hui au foot. C'est vrai, au niveau du basket, on parle du Money Time. Alors, même si le Catenaccio a longtemps défini le football italien, si le tiki-taka a souvent défini le football du FC Barcelone et que l'efficacité devant les buts a défini le football allemand, il faut dire que le foot à Manchester United également semble régi par une règle devenue une véritable légende. Alors, le principe est simple. Les hommes de Sir Alex Ferguson parvenaient souvent à faire la différence à partir de la 90e minute, moment où l'arbitre vous accorde le temps additionnel et au moment où vous attendez le moins, au moment où vous pensez le match plié ou presque plié, c'est en ce moment-là que les hommes de Sir Alex Ferguson pouvaient revenir au score. Et il y a une anecdote qui sous-tend ce Fergie Time. Justement, j'en viens. Alors, on va démarrer déjà le 8 avril 90. C'est là que tout commence. Alors, il a pris fonction avec Manchester United en 86. Alors, il a réussi ce genre de résultat à 36 reprises dans sa carrière. Donc, c'est devenu simplement sa marque de fabrique. Alors, à cette époque, il faut dire déjà que le 8 avril en 90, lors de la demi-finale de la Coupe, le but égalisateur de Danny Wallace à la 92e minute permettait à Manchester United de rejouer le match et de se qualifier pour ce replay-là, lors de ce replay et de remporter quelques semaines plus tard le tout premier titre de Sir Alex Ferguson. Mais en 93, le but de Steve Bruce à la 97e minute face à Sheffield permettra aux Red Devils donc de s'emparer de la première place du championnat à 5 journées de la fin. Ce fut là le deuxième trophée de Sir Alex Ferguson avec Manchester United. Mais on va parler de l'année 99 qui a vraiment été l'année charnière. C'est vrai qu'il y a eu des années de prémices, mais l'année charnière ou l'année qu'on retient le plus, c'est l'année 1999 qui a marqué le tournant du Fergie Time. Alors, nous avions tous la tête en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich avec les buts de Teddy Sheringham et de Ole Gunnar Solskjaer que vous connaissez très bien au 91e et 93e minute, alors que Manchester United était mené dans ce match-là 1-0. Donc, vous comprenez, en 3 minutes au 91e et 93e, je dirais même 2 minutes, Manchester United renverse la vapeur, inverse la tendance dans ce match-là
donc qui est resté vraiment dans les mémoires. Alors, City aussi, qui est l'ennemi de la même ville, n'a pas échappé, je dirais, aux affres du Fergie Time. Il faut dire qu'il y a 4 fois sur les 36 matchs remportés dans le Fergie Time, il y a 4 fois que les Citizens ont été, je dirais, des victimes. Voilà, malheureusement pour les Citizens. Et on se souviendra des buts de Michael Owen notamment. On se souviendra de ces matchs disputés, que ce soit au stade de City, comme à Old Trafford, où par 4 reprises, donc Manchester United a usé du Fergie Time pour pouvoir inverser la tendance. C'est important et c'est aussi intéressant parce que lorsque vous remportez un match dans le Money Time, ça donne plus de saveur parce que vous revenez de très loin et vous devenez très fort dans les derniers instants. Vous prenez l'ascendant psychologique sur l'adversaire et vous arrivez à le battre. Pareil également pour le Fergie Time. Dans les arrêts de jeu, généralement, c'est le moment où on gère le score quand on est en avance. Mais quand vous êtes Manchester United, il faut faire très attention à cette équipe. Il faut qu'on invente une méthode des écureuils. Écureuil time peut-être. Peut-être que c'est un premier mi-temps. On marque un but juste avant la pause. Mais pourquoi pas, on marque un but juste avant la pause. Au retour des vestiaires, allez demander au Maroc, le bus. c'est quoi écureuil time? À qui? Au Maroc. Non, là, la tactique est différente. Ça dit qu'on lutte pour maintenir le match nul. Si c'est un match à faire un coup près, et on vous tire on vous amène vers les tirs au but pour faire la fête là-bas. Ça, c'est l'écureuil time. Il y a eu des Money Time, sinon des Fergie Time, on peut le dire ainsi, qui sont restés quand même très mémorables. On parle du but d'Iniesta en 2009 face à Chelsea et le but de Ramos en 2014 face à l'Atlético de Madrid pour la décima. La tête venue d'ailleurs. Ce but de Iniesta qui m'a donné une nuit blanche, j'ai pas mangé. Oui, parce que j'adorais Chelsea. Chelsea qui avait fait 0-0 au Camp Nou et qui vient d'abord à Stamford Bridge. Il y a d'abord eu ce but venu d'ailleurs de Michael Essien, une frappe où il n'a pas réfléchi dans la lucarne. Un très beau but et on va vers, je dirais, la victoire, la qualif, quand Iniesta sort de nulle part. C'est passionnant. Et gâche tout. Un but partout. On n'a pas été battu, mais on a été éliminé ce jour-là. C'était douloureux. Mais après, j'ai arrêté de supporter Chelsea. C'est ça le football aussi. Et merci Bruno. Eh bien, on va prendre une courte pause pour revenir après pour le forum de discussion. On parle de l'utilité des langues nationales pour le développement. Où en sommes-nous? Que faisons-nous substantiellement? Allez, c'est tout de suite, sinon c'est tout à l'heure. Des Mines et le ministre de la Santé communiquent dans le cadre des réformes entreprises dans le secteur de l'eau et de l'assainissement qui visent l'accès universel à l'eau potable en quantité mais aussi en qualité. Il est procédé au recensement des unités de production d'eau conditionnée sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, les producteurs d'eau en sachet, en bouteille ou sous toutes autres formes sont invités à faire recenser leur unité de production auprès des responsables eau et assainissement des mairies de leurs communes respectives du 3 au 10 septembre 2020. Le ministre de l'eau et des mines et le ministre de la Santé comptent sur la bonne compréhension et la collaboration des promoteurs d'unités de production d'eau en bouteille ou en sachet pour la réussite de cette opération. Communiqué signé par Samou Seydou Adambi, ministre de l'eau et des mines, et Benjamin Mpati, ministre de la Santé. Le souci de faciliter aux agents publics en service dans les divers ministères la formalisation de leurs demandes dates de naissance sécurisées, de certificats d'identification personnelle et de cartes nationales d'identité biométrique, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes informe les agents de l'État que des équipes d'appui se rapprocheront de leur ministère sur la base d'un calendrier précis. Dans l'esprit de prévention contre le COVID-19, il est demandé au personnel des administrations concernées de respecter scrupuleusement les mesures requises pour un bon déroulement de cet appui. Notez bien, le calendrier détaillé est en diffusion sur la radiodiffusion nationale. Avec l'ANIP, le droit à une identité juridique est garanti. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedji.
Le talk, donc, qui s'intéresse à cette problématique pour le moins, sinon pas atypique, sinon pour le moins important, c'est bien sûr l'importance des langues nationales pour le développement. Il y a quelqu'un qui s'y connaît sur le plateau parce qu'il a travaillé sur les langues nationales. C'est un sociolinguiste enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, chercheur. Donc, il travaille dans un laboratoire. Il saura mieux nous éclairer sur la question. Dites-nous, M. Bousson, on va entrer de plein pied dans le sujet. Il n'y aura pas de généralité. Dites-nous, où en est-on aujourd'hui dans l'implication des langues nationales au Bénin? Il faut dire qu'on a fait de petits progrès. C'est vrai qu'on aurait souhaité faire mieux. On a fait de petits progrès depuis 1990. Et cela, je voudrais, disons, rendre hommage, disons, au professeur Toussaint Titi, Yaouvi Titi, Toussaint Yaouvi Titi et d'autres, disons, d'autres professeurs aussi qui ont porté à bras le corps, disons, la défense des langues nationales. Et c'est surtout à eux qu'on doit la formulation de l'article 11 de notre Constitution. Je ne pourrais pas citer mot pour mot, disons, ce que cet article a dit, mais disons, pour paraphraser, c'est que l'État a l'obligation de promouvoir les langues nationales d'intercompréhension. Et quand on dit d'intercompréhension, cela veut dire que ce sont les langues qui, disons, servent de ciment, de véhicule pour plusieurs pour plusieurs cultures, même si ce ne sont pas des langues de ces cultures-là. C'est très important. L'État a donc l'obligation de promouvoir ces langues, disons, d'intercompréhension. Alors, cette formulation est importante parce qu'il y a le mot « obligation ». Dès lors où on insiste que ce n'est pas une faveur que l'État fait, que c'est une obligation, je trouve, de mon point de vue, que c'est vraiment très, très important. Bon, maintenant, les avancées, pourquoi je dis qu'il y a des avancées? C'est qu'aujourd'hui, par exemple, il y a au bac classique, vous avez la possibilité de composer dans l'une des 6 langues nationales de post-alphabétisation que sont l'hindi, Fongbe, Adja, Yoruba, Ditamari, Batono. Alors, donc, le fait que jusqu'au niveau du bac, déjà, on puisse composer dans l'une de ces langues, c'est vraiment une très grande avancée. On n'aurait pas imaginé ça il y a 10-15 ans. L'autre chose aussi qu'il faudrait saluer, c'est les progrès qui ont été faits, parce qu'il n'y a pas que les démembrements de l'État qui font j'aime pas trop le mot alphabétisation, parce que souvent quand on dit alphabétisation, on ne pense qu'aux gens qui ne savent ni lire et écrire, on dit c'est leur chose. Je préfère parler plutôt de... Ni écrire le français. Oui, le français. Voilà. Moi, je préfère plutôt parler de l'enseignement des langues. Parce que quand on se l'approprie comme ça, c'est important. L'alphabétisation concerne aussi bien disons, les Akawe, ceux qui ont fait l'école classique, l'école francophone là, que, disons, les paysans, par exemple. Alors, de ce point de vue-là, c'est souvent, dans l'espace francophone, malheureusement, c'est souvent ces Akawe-là qui posent problème. Parce que, généralement, vous savez, quand on a fait les études primaires, secondaires, université, eh bien, on se croit investi de tous les droits. Et quand on est condescendant, quand on va au village... On joue les illuminés. Voilà, on joue les illuminés. Alors qu'en réalité, parfois, vous avez affaire à des gens qui savent lire et écrire en langue nationale, mais sur certains domaines, qui en connaissent beaucoup plus que vous. Donc, ce qu'il faut demander aux francophones, c'est un peu l'humilité, pour savoir qu'on ne connaît pas tout. Parfois, il y a des choses que l'on apprend chez ces gens-là. Alors, pour me résumer, on a fait de petits progrès, mais on pourrait faire mieux. Est-ce que ces progrès, justement, votre conclusion dit tout? J'allais vous demander, est-ce que ces progrès sont suffisants au regard de l'enjeu que constituent aujourd'hui les langues nationales d'autres pays de la sous-région l'ont compris? On voit le Yoruba voilà, du côté du Nigeria qui prend de plus en plus d'amplitude. On voit le Wolof du côté du Sénégal. On cite ces pays-là en exemple. Mais j'ai l'impression que voilà, les pas ne sont pas forcément ceux qui devraient être. Oui, hier, mon directeur de thèse, le professeur Flavien Gbetto, qui dans un de ses ouvrages, dans un de ses articles, a dit que le Bénin est l'un des pays les plus francophiles de l'Afrique de l'Ouest, ce qui est prouvé.
C'est-à-dire, dans la tête des Béninois que nous sommes, puisque à un moment donné, il a plu à un certain Emmanuel Mounier de dire le Bénin ou le Dahomey est le quartier latin de l'Afrique, et il n'a pas dit que ça. Évidemment, nous sommes agrippés à cette première phrase-là. Bon, évidemment, on a fait latin, on a fait grec, on parle bien français, c'est fini. On est condescendant, on regarde tous les autres de l'Afrique de l'Ouest, là, non, ils ne parlent pas bien français, etc., etc. On s'est surtout camponné au bien parler français. Alors que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de comprendre qu'une langue, quelle qu'elle soit, est un objet, est un outil de communication. C'est un outil qui rapproche les peuples. C'est un outil de développement. Les pays qui l'ont compris, c'est eux qui avancent. La Chine, pourquoi elle arrive à tenir tête aux États-Unis? C'est parce que le mandarin, c'est une langue, ils font tout en mandarin. Et dans certaines sciences, par exemple dans les maladies infectieuses, on vous dira que les meilleures études sont faites en Chine. Les Chinois qui allaient à l'extérieur, qui allaient aux États-Unis pour aller étudier, sont obligés maintenant de revenir chez eux parce que les études sur les maladies infectieuses sont mieux payées chez eux en Chine qu'aux États-Unis. Donc le phénomène inverse s'observe maintenant. Les gens quittent les États-Unis pour venir en Chine. Pour vous dire, c'est très important. Et d'ailleurs, quand on observe, selon une étude de la Banque mondiale, les 10 pays africains qui sont les pays phares de l'Afrique, quand vous voyez ces 10 pays-là, c'est les pays qui promeuvent leur langue nationale. Parmi eux, vous allez voir le Nigeria. Parmi eux, vous allez voir l'Afrique du Sud. Vous verrez le Ghana. Vous verrez aussi le Rwanda, comme par hasard. Le Rwanda où le Kinyarwanda est promu. Vous ne verrez les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, là, aucun. Aucun. Il y a le Sénégal quand même. Le Sénégal, oui, mais le Sénégal, vous savez, une langue, pour qu'elle soit vraiment développée, il faut que, disons, son côté écrit, ce que le professeur Toussaint Tchichi appelait l'environnement lettré, il faut créer autour de la langue un environnement lettré, qu'il y ait un journal papier en Wolof, qu'il y ait des documents en Wolof. Les linguistes se battent pour mettre à la disposition du public ces outils. Mais par exemple, pour le cas du Wolof, le Wolof est beaucoup plus développé oralement. Les outils, vous prenez par exemple quelqu'un, vous descendez à Dakar, et la personne va vous parler très bien Wolof, mais donnez-lui un document, c'est en ce moment qu'il va commencer à claquer les yeux. Justement, en fait, c'est le fait qu'on ait, je ne vais pas dire le fait qu'on a été scolarisé par les Français, c'est-à-dire la méthode, la manière dont on a souvent enseigné le français, de manière dominante, c'est-à-dire quand on enseigne le français, vous avez l'impression que le français domine les autres langues. Cela fait que vous regardez les autres langues comme étant des langues de basse classe. Alors, quand on est dans ce rapport de langue dominante, langue dominée, eh bien, ça crée cet écart-là dans l'appropriation de la langue. Vous voyez les pays anglophones comme le Ghana, ces gens-là, ils ont tellement tout démystifié que quand bien même vous avez des connaissances, même vos langues, c'est des éléments de culture. Vous vous vantez même de vos langues. C'est très important. Alors Bruno, quand on a une multitude de langues comme on l'a au Bénin, près d'une centaine, je ne vais pas sur le contrôle de monsieur. Non, une cinquantaine. D'après les travaux du professeur Kakpo Oupati, on a une cinquantaine d'intentions linguistiques. Et il faut le dire. Ils sont regroupés sur des continuums. Oui, qui sont regroupés sur des continuums, mais évidemment, quand on dit 50, on a souvent peur. En réalité, ces langues-là se regroupent dans de grandes familles de langues. Voilà. Par exemple, quand vous avez les langues B, vous avez une cinquantaine de variétés dialectales dans les langues B. Vous avez le Fongbe, vous avez le Gungbe, vous avez la Diagbé, etc. Donc, il y a des langues dans lesquelles il y a une intercompréhension entre ces langues. Quelqu'un qui parle Gungbe et quelqu'un qui parle Fongbe, vous avez un minimum de ressemblance entre ces langues. Alors, là où j'allais en venir, Bruno, c'est... Donc, si on réduit ces 50-là, on peut revenir jusqu'à peu près à 5, 6. Ce qui veut dire que le nombre n'est pas le problème. Alors, mais comment trouver l'alchimie, justement? Parce que si on prend telle langue, d'autres communautés diront, eh bien, nous, on ne s'y reconnaît pas. Si on prend telle autre, même si c'est un grand groupe, d'autres diront, non, nous sommes marginalisés. Comment trouver l'alchimie? Je pense que... Pour moi, le problème n'existe vraiment pas parce que si je m'appuie sur même la chute de M. Boussou, nos langues ont, je dirais, assez de rapprochement. Dans leur fonctionnement. Oui, dans leur fonctionnement. Il n'y a pas, je dirais, un écart qui soit, voilà, qu'on ne puisse pas véritablement faire disparaître parce que
lorsque vous prenez les langues, que ce soit 2 à 2, 3 à 3 ou 4 à 4, il y a toujours, je dirais, un pont qui est dressé entre les langues, de sorte que même quand vous parlez une langue que je ne parle pas forcément, je puisse être en mesure quand même d'avoir ne serait-ce qu'une idée de ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi? Parce que certains mots que vous prononcez me sont familiers de par ma langue maternelle. Certains mots que vous prononcez ou certaines expressions que vous sortez me sont assez familières de par ma langue maternelle. Donc, je crois que le problème n'est pas véritablement à ce niveau. Mais le problème est plutôt au niveau de la prédominance, je dirais, de nos langues internationales que nous avons pris comme langue de travail finalement et des langues officielles et qui pour moi créent au quotidien le fossé, puisqu'on parle de développement, qui au quotidien ces langues-là qui créent le fossé entre une certaine classe des érudits, pour ainsi dire, et la classe des érudits, je mets entre griffes, et la classe des, je dirais, de la masse populaire, de la masse populaire, pour dire ça comme ça. Je cherchais l'expression. Moi, je pense que le problème est plutôt à ce niveau. Comment faire la transversale et comment faire le nivellement? Parce que ces langues internationales créent vraiment un fossé. Imaginez-vous tout ce que nous disons ici ce matin. Vous vous rendez compte que c'est peut-être 30% des Béninois qui nous suivent qui vont comprendre correctement ce que nous sommes en train de dire. Absolument. Tout le problème est là, en fait. Alors que si Boussou s'exprime en Bariba, c'est qu'il est sûr d'avoir touché toute une région du Nord. Si je prends une autre langue du Nord, Mylène parle, je ne sais pas, le Mari. Voilà, vous parlez le Mina, le fond. Vous imaginez qu'à 5 sur ce plateau déjà, on a presque couvert tout le Bénin. Parce qu'en parlant le fond, donc les Goûts vont comprendre, comme je le disais, il y a vraiment un rapprochement. Ceux qui parlent le Goût, ils vont comprendre. Vous, en parlant le Bariba, ceux qui parlent le Dindi vont comprendre, etc. Donc moi, je pense que le problème est beaucoup plus sur la manière dont on s'emploie à promouvoir les langues internationales, à les mettre tellement au-dessus, à les utiliser de sorte qu'aujourd'hui, lorsque vous ne parlez pas français dans notre société, ou vous ne parlez pas très bon français même, vous êtes... et les gens sont très regardants. Vous êtes sujet de raillerie. Absolument. Oui, vous êtes sujet de raillerie. Et les gens sont très regardants sur les foot. Je trouve que c'est assez grave parce que même quand les investisseurs, puisqu'on parle de développement, même quand les investisseurs arrivent dans le processus de tout ce qu'ils veulent installer chez vous, à un moment donné toujours, il intervient le moment de communiquer avec les populations. Absolument. Et c'est en ce moment donc que la question de nos langues nationales se pose. Donc il faut vraiment revoir les choses. C'est bien qu'il y ait déjà des initiatives. Dans le Nord également, aujourd'hui, il y a des soutenances qui se font en Bâtonneau et chaque année, il y a beaucoup de gens qui sont alphabétisés. Il y a des initiatives sur l'étendue du territoire national, mais vraiment, il faut redoubler d'ardeur pour ressembler aux pays comme le Nigeria, le Ghana, le Rwanda. Mylène veut réagir, oui. Oui, je vais dans le même sens que Bruno en parlant de développement. Je pense qu'on ne peut pas parler de développement sans promouvoir nos langues nationales, puisqu'il faut déjà dire qu'on est un pays purement agricole, notre base, notre sol, c'est l'agriculture. Et la plupart, on a une population qui s'investit beaucoup dans l'agriculture. Et ce sont plus les paysans dans ce sens. Et les paysans, quelle langue ils parlent? Ils parlent nos langues nationales. Comment est-ce qu'on pourra communiquer avec eux si on ne fait pas la promotion de nos langues? Et les commerçants, en plus, quand on va au marché, quelle langue on utilise? Il suffit de faire un tour à Dantopa, oui. Et vous vous rendrez compte que le français ne vous sert pas à grand-chose. Quand tu vas au marché et que tu parles le français, ça ne passe pas. Ou carrément, on te tasse juste parce que tu parles le français. Se dit, bon, voilà, ça doit être un intellectuel, quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Et après, on sort la masterclass, on lui parle en marquis. Vous lui faire comprendre, mais alors, on a 2 petites minutes. On a 2 petites minutes pour finir sur le sujet. Mais aujourd'hui, il y a quand même que les jeunes, petitement, ont commencé par comprendre. Il y a même des startups qui naissent, qui font la promotion de nos langues nationales. Tu en as d'ailleurs reçu sur ton plateau, qui a créé des stickers en fongwé. L'application qu'il a dénommée Amior Cluno. Donc un mix entre le fond ou c'est pas. Oui, il y avait plusieurs langues. Donc déjà ça te permet de comprendre la langue, tout au moins
savoir écrire. Parce qu'il a quand même raconté une anecdote le jour-là, je me rappelle, il dit qu'il était allé pour un truc, pour une incubation en France et il a donné les spécificités de son application à des blancs. Donc c'est des stickers en fongoué où il y a nos Benjamin, nos joie, voilà. Donc il dit que les Blancs trouvaient ça tellement intéressant. Donc, le temps qu'il quitte la France pour le Bénin, il y a des Blancs qui disaient déjà nos Benjamin. Voilà, c'est vrai que c'est un peu un argot du fond. Ce n'est pas encore du fond soutenu. Mais il y a quand même des initiatives qu'il faut encourager. Des initiatives qu'il faut encourager et surtout se désillusionner. Parce que, Herman, je me rends compte que Claude n'a pas opiné sur la question. Ah oui, oui. Moi, ce que je trouve comme problème dans cette promotion de langue nationale, j'ai trouvé que culturellement, nous avons de difficultés à s'entendre sur une seule langue. J'ai noté réellement ce problème. Mais en fait, c'est un paravent, Claude. Quand vous allez en Russie, vous ne notez qu'une seule langue. Oui, mais il y a plusieurs variétés de cette même langue. Une seule langue. Oui, c'est-à-dire, Claude, excuse-moi. En fait, ça aussi, les gens le disent pour nous décourager. Pourquoi? Parce que même en France, la langue français n'est pas le même. Parle. Il y a le français des Bretons, il y a le français des Basques. Quand Marseillais vous parle, parfois vous êtes obligé d'être très concentré. Il n'est pas le même. Pour le comprendre. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs variantes de la même langue. Donc ça veut dire que chez les autres, même quand vous allez en Belgique, il y a les Wallons, il y a les Flamands, il y a... Exactement. Au Canada, c'est pareil. Donc, il faut savoir que toutes les langues fonctionnent de la même manière. Dès lors que c'est une institution humaine, c'est normal qu'il y ait ces différentes variétés. Maintenant, s'entend sur la langue, les langues sont en compétition. Regardez dans les marchés, comment on fait. Moi, il y a des gens, quand vous allez, par exemple, à Tokpa, il y a des zones où vous voyez des femmes du Nord. Et elles sont en rapport avec des... Mais comment elles font pour vendre alors? Ça veut dire que sur le terrain, il y a des il y a des brassages. Et on s'entend toujours, on communique. Donc ça veut le dire sujet est assez intéressant, on n'a pas eu assez de temps. Nous avons le devoir de défendre ces langues-là. Nous sommes bien dans le money time, malheureusement. C'est vrai que c'est dans le money time, on sort généralement l'as de pique. L'as de pique. Mais là, on va devoir arrêter. On est d'accord que c'est important pour le développement. On est d'accord qu'il faut promouvoir nos langues nationales. Mais encore faudrait-il... Il faut le faire surtout à l'université. De la même manière qu'on dit pour faire le master, il faut faire un test d'anglais. Je suggère qu'on le fasse pour nos langues nationales. Ce serait une manière de défendre. Il faudra aussi rédiger les articles en langue nationale. On le fait déjà. Oui, ça se fait déjà. On le fait déjà. Par exemple, pour nos thèses, les résumés que l'on fait en anglais et en français, on le fait dans la langue nationale. Ce n'est que comme ça qu'on peut défendre les langues allemandes. Très bonne conclusion. On va falloir imposer un peu ces revues-là. À l'échelle internationale. Absolument. Ça viendra. Ça se multiplie, ça va faire partie donc des bibliothèques déjà. Le quiz à présent, messieurs, dames. On est de plein pied dans le Money Time. On saura qui de tous ceux qui sont sur le plateau va remporter le chèque de $2000 que je mets aujourd'hui en jeu. Oui. Le chèque, il est où? Le chèque, il est juste là. Le chèque de $2000 que je mets en jeu. Les équipes sont déjà toutes dessinées. Équipe A, Bruno, Claude. Équipe B, Milena Tou et Djibril. Marietou. Bon, c'est pas mal aussi. Qui suis-je? Je suis né à Moschwiller dans le diocèse de Strasbourg le 10 janvier 1868. En 1890, après 2 ans de professorat à Richelieu et à Caire, j'arrive en octobre 1892 au Dahomey. Je suis nommé à Ouida où je passerai presque 60 ans. J'y serai vicaire du Père Lissner, puis supérieur en 1898 et vicaire apostolique en 1906. Je suis l'initiateur du premier catéchisme. Mauvaise réponse. Je suis l'initiateur du premier catéchisme en Fongbe, puisqu'on parle de langue. Je commence la construction de la cathédrale. J'ouvre de nombreuses écoles, fonde le séminaire. J'ai laissé mes traces au Dahomey. Le nom du séminaire. Plusieurs écoles et une grande avenue de Cotonou portent mon nom. Mais qui suis-je alors? Stémez. Je suis Monseigneur Stémez. Voilà, Stémez. Je suis Monseigneur François Stémez. Monseigneur François Stémez. Avenue Stémez. Satan, il a pu ça à l'oreille. Le voilà sur les images. Le grand barbu. C'est pas l'autre, c'est le grand barbu. Que suis-je? J'accompagne l'histoire de la fin du 19e siècle et celle du 20e siècle grâce à une suite de découvertes et d'inventions qui, en se complétant, ont abouti aux télécommunications modernes. Je suis une œuvre collective qui part de la découverte des ondes électromagnétiques. La radio?
de l'invention du télégraphe et abouti au premier matériel utilisable pour communiquer sans fil. Je suis un dispositif qui permet l'émission de signaux destinés à être reçus directement par le public. En général, s'applique à la fois à la réception individuelle et à la réception communautaire. Je suis l'un des moyens d'information et de divertissement les plus vieux au monde. Je suis la radio. Merci. On me signale et on me dit à l'oreille que j'ai encore une petite minute. Que suis-je? Je désigne le support et la technologie associée à la transmission des informations sous forme d'impulsions lumineuses. Je suis une œuvre du physicien irlandais. Indice Dieu. Mauvaise réponse du physicien irlandais John Tyndall qui démontre pour la première fois le principe de réflexion totale de la lumière. Je suis un câble permettant de propager des ondes lumineuses entre deux lieux. La lumière est conduite sans perte au cœur du câble et elle suit les éventuelles courbures de son support. Je suis un film dont l'âme très fine en verre ou en plastique a la propriété de conduire la lumière et celle de transmission de données numériques. Mauvaise réponse. Je suis le soubassement même. Filament. Mauvaise réponse. Je suis le soubassement même d'une bonne connexion Internet. Je suis le câble. Non, mauvaise réponse. Attends, la fibre optique. La fibre optique. Messieurs, est-ce que j'ai encore 30 secondes? Oui, me souffle tombe. Pour une dernière question, qui suis-je? J'ai été construit en 1792 sur des plans de l'architecte, enfin entre 1792 et 1800 sur des plans de l'architecte James Hobban. Ma construction en pierre de taille polie contrastait alors avec les autres constructions des alentours qui étaient en briques rouges. J'ai été détruite en 1814 au cours d'une guerre. En 1817, j'ai été reconstruit avec des rajouts, 2 étages, des terrasses. Puis en 1824, la façade semi-circulaire au sud et la façade colonnade sur le nord. Je suis un bâtiment qui se situe à Washington. Je suis le lieu de travail et la Maison Blanche. La Maison Blanche. Le point est accordé à Djibril Boussou qui était en feu, qui a trouvé 2 bonnes réponses plus celle de Mylène. Ça fait 3 bonnes réponses, 3 buts à 1. Il remporte le chèque de $2000 que je mets en jeu. On va le faire en coulisses. On va le faire en coulisses parce que c'est terminé. On a dépassé le temps. J'avais annoncé qu'il n'y aura pas de temps additionnel. Là, on est en plein pied dans le temps additionnel. Madame, monsieur, c'est fini pour ce lundi. C'est fini pour ce lundi. Merci Djibril, merci Mylène, merci Bruno, merci Claude. On se retrouve demain quand il sonnera très exactement 7h. D'ici là, portez-vous très bien parce que vous le savez, mais sans vous, nous n'existons pas. Au revoir et à demain. Allez.